Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on attaque un gros sujet, on parle de vaccination. On va parler pourquoi certaines maladies qu'on avait complètement éradiquées, qu'on n'entendait plus parler du tout, refont surface aujourd'hui. Donc, on va regarder en quoi la vaccination est si importante, puis on va être capable on va venir décortiquer ce sujet-là aujourd'hui. Absolument. Puis le but, c'est aussi de faire un peu une revue de c'est quoi un vaccin, quel type de vaccin on a, qu'est-ce qu'ils font dans notre corps, pourquoi c'est si efficace. On va défaire plein de mythes qu'on entend souvent dans nos bureaux. Pour faire cette discussion-là, on a une invitée incroyable, Gabrielle Leclerc, qui est infirmière clinicienne. On se rappelle que beaucoup d'infirmières cliniciennes se retrouvent dans les milieux communautaires. Gabrielle est également chargée de formation pratique à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Et elle a un grand intérêt pour la vaccination. Donc, ça va être une super belle discussion. Vraiment. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Gabrielle, bienvenue à Info IPS. Merci. Bienvenue. Gabrielle, aujourd'hui, on parle de vaccination. Mm-hmm. Un sujet très chaud, d'actualité. Je pense qu'il est toujours d'actualité, ce sujet-là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là, je voulais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu es infirmière clinicienne. Mm-hmm. Donc, un petit rappel là, pour ceux qui voudraient en savoir davantage sur les différents types d'infirmières. On a un épisode, l'épisode 1, qui est dédié à clarifier tout ça. Mais parle-nous de ton parcours. Donc, je suis infirmière clinicienne. J'ai d'abord réalisé la technique en soins infirmiers. Ensuite, je suis allée au baccalauréat. Maintenant, je suis dédiée à l'enseignement en sciences infirmières au niveau universitaire. Là, je suis chargée de formation pratique à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Puis, je suis dédiée à l'enseignement à temps complet, mais quand même en contact avec les milieux cliniques. Donc, j'ai dernièrement complété ma maîtrise en recherche des sciences de la santé pour... Félicitations. Poursuivre. Félicitations. Merci. Puis, qu'est-ce que tu enseignes? Je pense que tu as un intérêt particulier là, pour l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, mais en fait, il y a des cours là, qui visent justement à faire la promotion de l'enseignement, comment enseigner auprès de la population. Puis, je suis plus particulièrement dédiée aux cours qui sont axés sur la santé communautaire. Là. Ça, c'est vraiment l'approche puis les soins qui sont offerts en communauté, donc en dehors des hôpitaux, dans les soins de première ligne, les cliniques, les CLSC, entre autres. Des milieux cliniques dans lesquels on retrouve beaucoup les infirmières cliniciennes. Hein, Ça fait partie de l'expertise des infirmières qui vont avoir complété le bac. Bien, merci encore de prendre le temps d'être avec nous, de parler d'un sujet qui te passionne aussi. Je pense que c'est quelque chose que tu as côtoyé beaucoup dans ta pratique. Alors, on y va? On part ça avec notre fameuse tradition des vrais ou faux. On se lance, puis au courant de l'épisode, on va revenir là, sur les différentes réponses. OK? Oui. Donc, la première, les vaccins surchargent et affaiblissent notre système immunitaire. Faux. Un vaccin peut provoquer la maladie qui est censée prévenir. Donc, je me fais vacciner pour la grippe, puis j'attrape la grippe. Faux. Une fois à l'âge adulte, il est trop tard pour reprendre les vaccins non reçus à l'enfance. Faux. Le but de la vaccination, c'est de prévenir les complications graves, comme par exemple même un décès qui serait relié à la maladie. Vrai. Une personne en bonne santé n'a pas besoin de se faire vacciner. Faux. Celle-là, on l'entend souvent. Il est préférable d'attraper la maladie naturellement que de se faire vacciner. Faux. Les vaccins sont testés rigoureusement avant d'être approuvés par les gens du grand public. C'est très long avant qu'on puisse se faire vacciner. Des effets secondaires graves reliés au vaccin sont extrêmement rares. Vrai. Il n'est plus nécessaire de se faire vacciner contre les maladies qui sont presque disparues. Faux. Les vaccins comme le RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon qu'on connaît, là, sont reconnus pour augmenter les risques du trouble du spectre de l'autisme. Faux.
On va y revenir. D'accord. Je sais que nos vrais ou faux, c'est des mythes. Est-ce qu'il y en a un ou un autre que tu voudrais nous partager qui semble revenir un peu plus souvent dans ta pratique? Un qui revient, je pense, vous l'avez nommé, c'est entre autres le fait que parce que les maladies sont moins courantes maintenant, qu'on n'a plus besoin de se faire vacciner, mais c'est parce qu'on est vacciné qu'ils sont moins courantes. Exact. Puis on revient à la base, là. C'est quoi un vaccin? Donc, un vaccin, ce ne sont pas des anticorps, premièrement, qu'on administre à la personne. C'est un produit biologique qui va permettre à la personne elle-même de stimuler son système immunitaire pour se développer des anticorps et une mémoire cellulaire. Donc, c'est la réponse courte, OK. mais on pourrait définir un petit peu plus certaines choses. Puis la mémoire cellulaire, comment qu'on pourrait la définir? Comment que... En fait, comment le corps se défend là, à tout agent pathogène. Là. Fait qu'un agent pathogène, c'est quoi? Là? Dans la vie, régulièrement, on rencontre des virus, des bactéries, des... Beaucoup de micro-organismes, mais qui n'ont pas tous le pouvoir de générer une pathologie chez l'être humain. Ça veut dire un ensemble de symptômes qui sont néfastes pour l'être humain. Mais certains ont ce pouvoir-là. Donc, ce sont des agents pathogènes. Ils peuvent nous provoquer un ensemble de symptômes ou nous provoquer une maladie ou une infection. Donc, le corps, il y a différentes façons de se défendre contre des micro-organismes qu'on dit pathogènes. Puis, il y a comme essentiellement 2 types de défense. La défense immunitaire, le système immunitaire qu'on dit inné, puis celui qu'on dit acquis. Donc, le système immunitaire inné, c'est une première ligne de défense que le corps va déployer, peu importe le type d'agent pathogène, et il est non spécifique. Ça veut dire que lui, il ne sait pas contre quel agent pathogène il est en train de se défendre. Il déploie sa première ligne de défense. La peau en fait partie, les muqueuses, les sécrétions, ça fait partie de ces réactions-là et qui sont non spécifiques, mais qui sont très rapides. Fait que c'est pour ça que c'est la première ligne de défense qui est déployée. Et qu'il n'y a pas de capacité de mémoire, si on veut. Donc, une fois là, qu'on aurait terminé de se défendre avec les 2 systèmes immunitaires acquis, lui, il n'a pas développé une mémoire puis une capacité plus efficace à lutter contre le même agent pathogène la prochaine fois qu'il va le rencontrer au cours de sa vie. Alors que le système immunitaire acquis, lui, c'est une réponse qui est plus puissante parce qu'elle va au premier contact de l'agent pathogène, l'analyser, puis déterminer comment elle peut bâtir un anticorps pour le lutter, lui, spécifiquement. Donc, la réponse immunitaire acquise, elle est spécifique à l'agent pathogène. Fait que je ne développe pas les mêmes anticorps contre la rougeole que contre la diphtérie, par exemple. Elle est un peu moins rapide que la réponse immunitaire innée. Mais la seconde fois, la 3e fois que je vais rencontrer l'agent pathogène, ça va se mettre en action puis ça va générer une action très spécifique qui va me permettre d'enrayer la maladie, éviter la maladie, les conséquences aussi de cette maladie-là. Et c'est ça que le vaccin va permettre. Il va permettre de développer cette immunité acquise-là, donc les anticorps. Puis c'est quoi la mémoire cellulaire? C'est qu'il n'y a pas seulement les anticorps, c'est qu'il y a une mémoire. Donc, je me souviens comment j'ai combattu cet agent-là la dernière fois. Je vais développer puis déployer une réponse beaucoup plus rapide la prochaine fois. La première fois qu'on y est exposé, c'est quand même plus long là, avant qu'on développe les anticorps puis qu'on ait une réponse du système immunitaire acquis. C'est super, mais c'est super clair. Puis je pense que ça vient faire un peu du pouce sur le fait qu'il y a beaucoup de gens que j'entends. Ouais, mais j'ai été vaccinée, je l'aurai pas, la maladie. Je pense qu'il faut répéter quotidiennement que le vaccin ne nous empêche pas d'attraper une maladie. On l'a dit, ça nous empêche d'avoir des complications. Donc, ce que tu viens de dire, c'est que on va accélérer notre réponse en ayant développé des anticorps, ce qui fait que l'agent pathogène, puis un agent pathogène, là, peut-être pour ceux qui... Il y en a différents. On peut avoir un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être un parasite, ça peut être des champignons, la mycose. Fait qu'il y a différents agents pathogènes, des micro-organismes. Puis, essentiellement, le fait d'être exposé une fois va faire qu'on va moins risquer de se faire envahir. Je l'explique souvent comme ça. Là, quand on est affaibli ou qu'on a des maladies de santé déjà, on va favoriser la vaccination chez ces gens-là pour essayer de construire cette barrière-là dans notre corps. On a toute une réponse immunitaire qui est différente. Oui, là, absolument. Fait que, tu sais, les gens qu'on va penser, par exemple, qui n'ont pas de système immunitaire, c'est encore plus important, justement, de se faire vacciner parce qu'ils pourraient être gravement malades, contrairement à une personne, par exemple, en bonne santé. Mais le vaccin,
il est bon pour tout le monde. Être en santé ou en moins bonne santé, on va le suggérer à tout le monde. Absolument. Le fait d'être en santé ne nous empêche pas d'être à risque de complications contre certaines maladies, là. Donc, tu sais, d'un point de vue individuel, le fait d'être vacciné nous permet d'être protégés, nous, individuellement, contre cet agent-là qui pourrait provoquer... Bien, premièrement, il y a des maladies dont le tableau clinique, déjà, là, l'ensemble des symptômes est vraiment inconfortable, grave. Oui. Tu sais, par exemple, le tétanos, c'est que des symptômes graves qui peuvent s'installer. Et dans certains cas, ça peut mener à des complications graves aussi, des séquelles permanentes, le décès. Puis il y a certaines de ces maladies-là aussi qui ont une forte contagiosité. Là, c'est le cas de la rougeole, par exemple. Oui, puis on parle des doses aussi, hein, parce que plusieurs vaccins, c'est pas juste une dose. Non. Souvent, c'est une deuxième, puis parfois même une troisième pour augmenter la réponse immunitaire aussi. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Bien, en fait, puis ça dépend des fois du type de vaccin, là, ce qui va amener qu'il faut répéter les doses ou pas. La plupart des vaccins sont à multiples doses pour aller chercher l'immunité suffisante qui va se maintenir de manière durable au cours de la vie. Donc, par exemple, le vaccin contre la rougeole, là, qu'on appelle le RR-OVAR, là, c'est qu'il protège contre la rougeole, rubéole, oreillon et la varicelle. C'est un vaccin qu'on dit vivant atténué. Attention, vivant, ça ne veut pas dire qu'il peut provoquer la maladie. C'est un procédé qui est fait en laboratoire. Vivant atténué signifie que l'agent pathogène, le virus, là, nous est administré, mais de manière tellement affaiblie qu'il ne peut absolument pas se réactiver et provoquer la maladie au moment du vaccin. C'est vraiment parce que le corps, lui, va être capable d'aller reconnaître ce qu'on appelle les antigènes, par exemple. Pour ça, c'est ce qui est à la surface des virus qui, normalement, nous permet d'aller développer les anticorps. Fait que c'est la seule chose dont on a besoin pour développer l'anticorps, mais c'est ça le procédé. Les vaccins de type vivant atténué, souvent, on va donner une première dose, une deuxième pour aller vraiment comme booster là, la réponse immunitaire, mais ça va perdurer dans le temps. Donc, on va maintenir cette immunité-là tout au long de la vie. Là, il n'y aura pas de diminution. Puis, si on devait contracter le virus, on va pouvoir en quelques jours notre corps va déployer la réponse immunitaire, va se souvenir qu'il a déjà fait face à cet agent-là, puis il va être capable d'y répondre de manière vraiment efficace. Alors qu'il y a d'autres vaccins, comme le vaccin contre la diphtérie, coqueluche, tétanos, qui sont des bactéries. C'est un vaccin qui ne contient pas un vivant atténué, mais un fragment de l'agent pathogène. Fait que c'est vraiment encore là une autre façon de conférer l'immunité, de la générer, mais qui est différente, mais qui fait que ça dure un peu moins au cours de la vie. Donc, je ne vous dis pas que ça dure quelques semaines, ça dure quand même plusieurs années. Mais on va devoir répéter les doses, là, peut-être aux 5 à 10 ans, si on veut s'assurer d'avoir une bonne immunité ou quand la situation le requiert. Par exemple, dans le cas du tétanos, la personne se blesse, se présente en clinique médicale ou à l'urgence. Des fois, on va profiter de l'occasion pour offrir la vaccination. Donc, s'il y a une plaie, par exemple, si les gens, justement, ont été dans la terre ou c'est une plaie avec un morceau de métal qui augmente le risque de contracter ou développer le tétanos, à ce moment-là, on va faire un rappel. Fait que tu disais, là, un fragment, j'en comprends que le vaccin est comme mort. Oui, alors que l'autre, il est vivant, atténué beaucoup. Hein? Ne peut pas se réactiver. OK. Puis l'autre, c'est un bout, c'est une parcelle, mais seulement la parcelle dont le corps a besoin pour reconnaître, en ce moment, j'ai un agent infectieux contre lequel je dois lutter, puis je vais déployer ma réponse immunitaire acquise, donc développer des anticorps, stimuler ma mémoire cellulaire. Donc, le vaccin ne donne pas la maladie? Non. En aucun cas. D'aucun type de vaccin, peu importe sa forme, un vivant atténué, un fragment ne peut provoquer la maladie contre laquelle il protège Mais c'est quelque chose qu'on moment où on entend. vaccine. C'est quelque chose qu'on entend souvent, tu sais, je me suis fait vacciner pour l'influenza parce qu'on y reviendra, là, c'est un vaccin qu'on a à chaque année, puis tout ça. Puis les gens tombent malades. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça à ce moment-là? Dans certains cas, là, premièrement, il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner et qui n'auront pas du tout l'influenza. Là, c'est parce que le vaccin est efficace. Dans le cas où la personne dit avoir été vaccinée puis finalement développe l'influenza, si c'est plusieurs semaines plus tard, il y a différentes explications à ça, là, parce que dans le fond, le vaccin contre l'influenza, lui, chaque année, on produit un nouveau vaccin en fonction des souches qui sont en circulation, puis on émet des probabilités, là, fait que la santé publique, l'OMS, entre autres, là, font une surveillance, puis émettent des probabilités
totalité sur ce qui devrait être en circulation chez nous au moment de la saison grippale. Puis on va essayer de protéger contre 3 à 4 souches de celles qui devraient être les plus en circulation. Donc, c'est possible qu'on attrape une souche qui finalement n'était pas contenue dans le vaccin. Ça, c'est une chose. Pour ceux qui développeraient, par exemple, une influenza vraiment peu de temps après la vaccination, c'est un malheureux hasard. Là. Possible que vous ayez fait la vaccination alors qu'elle était déjà en circulation puis que vous ayez attrapé le... Parce qu'il y a un concept important à comprendre, c'est le temps d'incubation d'une infection. Hein? On va rentrer en contact avec le virus, mais c'est pas en 24 heures nécessairement qu'on va développer les symptômes, ce qui ferait que je me suis fait vacciner, puis là, peut-être 24 heures, 48 heures après, je développe des symptômes compatibles avec ce pourquoi je me suis fait vacciner. Bien, il est fort probable que ce soit un contact avec le virus avant ma vaccination qui fait que là, je développe des symptômes. C'est ce que je comprends? Entre autres, oui. Ouais. Parce que dans la période d'incubation, là, pour l'expliquer, ce que c'est que au moment où j'entre en contact avec un virus ou une bactérie, comme tu le dis, j'ai pas des symptômes dans les 15 minutes qui suivent. Il y a une période entre le moment où je suis exposée et le moment où les symptômes apparaissent, qu'on appelle la période d'incubation. Ça veut dire le temps que ça prend soit au virus ou à la bactérie de se répliquer, de se multiplier dans le corps au point où ça provoque un ensemble de symptômes pour la personne. Puis ça varie d'un virus à l'autre, d'une bactérie à l'autre. Il y en a qui ont une période d'incubation qui est plus longue. Là, entre autres, la rougeole, là, c'est une douzaine de jours. Des fois, ça peut aller jusqu'à 21 jours entre le moment où j'ai été exposée puis le moment où je développe les symptômes. Puis il y en a que c'est plus court. Puis c'est préoccupant parce que, tu sais, justement, pour dire la rougeole, tu dis c'est une douzaine de jours. La personne peut devenir contagieuse à un certain moment sans nécessairement savoir qu'elle a le virus. Puis parce qu'il y a une si longue période, mais à ce moment-là, on peut contaminer plein de gens. Puis ça me fait penser, quand tu parlais des différentes défenses qu'on avait, tu sais, la période d'incubation, c'est un peu là où notre corps se met au travail. La première barrière de défense va s'activer. Puis si on a été vacciné, bien à ce moment-là, la deuxième ligne va empêcher le pathogène de continuer de faire son travail où on va se défendre pour réduire la durée des symptômes, réduire l'intensité des symptômes qu'on va avoir. Fait que c'est un peu ça le but de la vaccination. Là, c'est vraiment, comme on disait, pas d'éviter la maladie, mais d'éviter qu'on en complique. Ça nous protège un peu pour aller à l'hôpital. On veut éviter d'aller à l'hôpital. Effectivement. Puis je reviens sur ce fait-là, Valérie. Tu sais, la rougeole, il y a des cas qui reviennent actuellement. Là. Puis, tu sais, on en parlait, on parle un peu de l'immunité, en fait, collective. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que la rougeole, présentement, là, elle revient autant? Il y a quelques explications à ça, mais entre autres, la rougeole, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Là, par rapport à d'autres, là, par exemple, une personne infectée peut en contaminer jusqu'à 20. Ce qui fait que quand on pourrait expliquer ce que c'est l'immunité collective, c'est que plus il y a de gens vaccinés, plus ils sont immunisés, ce qui fait que s'ils contractent la maladie, vont moins la transmettre. Plus j'ai de gens qui sont vaccinés, bien moins il y a de gens qui la transmettent, donc moins le virus se propage ou la bactérie. Selon les maladies, là, la santé publique vise certains seuils d'immunité collective. Donc, la couverture vaccinale, combien de pourcentage de notre population devrait être vaccinée si on veut vraiment avoir un effet d'immunité collective? Parce que l'immunité collective, oui, c'est pour freiner la propagation dans la population, mais c'est aussi parce que certaines personnes vulnérables qui ne peuvent pas être vaccinées ou dont l'immunité est peut-être affaiblie, moins efficace, c'est aussi pour la protection de ces personnes-là qu'on vise une immunité collective. Donc, pour la rougeole, ça prend de très hauts taux de couverture vaccinale dans la population pour vraiment freiner la propagation. Là, on parle de 95 % de couverture vaccinale de la population. On frise ces seuils-là. Ce qu'on observe, c'est que dans la population, s'il y a une diminution de la couverture vaccinale, une des premières qui va nous démontrer cette réduction-là, c'est la rougeole parce que c'est une des premières à ressurgir puis à circuler. Puis en ce moment, c'est peut-être un peu ce qu'on observe. Ça ne veut pas dire qu'on a eu une forte diminution de la vaccination, mais il y a eu quand même plus de remise en question de la vaccination dans les dernières années, ce qui fait que même une diminution de 2-3 % de la couverture vaccinale dans notre population peut amener des éclosions. Puis là, depuis la mi-décembre, il y en a eu en 2024. Depuis la mi-décembre, là, je ne sais pas à quelle période exactement là, ça va être diffusé, on est en train d'observer une éclosion au Québec de la rougeole.
parce que le vaccin, quand on avait 2 doses, on revient encore à la rougeole, était efficace au-delà en 95-97 %. Puis comme tu le nommais, Valérie, justement, oui, les gens vaccinés pourraient attraper la maladie, mais être moins contagieux, puis avoir bien moins de séquelles aussi, parce que cette maladie-là peut avoir de graves conséquences aussi au niveau même du cerveau, voire même 7 ans après avoir eu cette maladie-là. Donc, puis souvent, les gens, en ce moment qu'on voit, qui ont la rougeole, par exemple, ne sont pas vaccinés aussi. Bien, pour la personne qui est vaccinée, ça va freiner, elle, la possibilité de développer des conséquences, de développer les symptômes, puis ça va limiter sa transmission aux autres aussi. Fait que la personne vaccinée, tu sais, joue un rôle pour sa protection, puis pour la protection autour d'elle, pour la rougeole. Puis, en fait, peut-être que c'est un peu ce qui joue des tours à la vaccination, c'est que la plupart des maladies, maintenant, sont enrayées. On a réussi à éliminer les éclosions, les épidémies de plusieurs de ces maladies-là, puis on a oublié collectivement c'était quoi les conséquences puis les séquelles. Mais avant les années 70, la rougeole, il n'y en avait pas de vaccination contre la rougeole. Là. Ça a été introduit dans les années 70, puis avant ça, presque tous les enfants attrapaient au cours de l'enfance la rougeole, mais les conséquences étaient assez importantes, là, entre autres, le décès, mais les conséquences comme la cécité, les encéphalites, qui peuvent amener des séquelles permanentes. Fait qu'on les observe plus, on oublie collectivement, puis c'est pas un rappel qu'on fait nécessairement à la population. Souvenez-vous contre les conséquences qu'on voyait à la polio, qu'on voyait à la coqueluche, qu'on voyait à la rougeole. Bien, ce qui fait que les générations, en fait, le mouvement anti-vaccin, ça regroupe aussi des gens qui ont, je veux dire, qui ne sont pas de cette génération-là, qui n'ont pas côtoyé ces conséquences-là. Donc, c'est difficile de se l'imaginer. Puis c'est pour ça qu'il y a des professionnels de la santé, puis des gens qui sont là pour faire un rappel, puis de promouvoir cette protection-là. Mais enfin, si on revient, Gabrielle, on parlait rapidement des types de vaccins. On a parlé des vaccins qui étaient plutôt vivants, atténués, des vaccins qui étaient morts. Il y a un autre type de vaccin qui est arrivé là, plus dans la pandémie avec le vaccin de la COVID. ARN messager. ARN messager, c'est là que je m'en vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu juste l'expliquer un petit peu? Oui. En fait, tu sais, pour comprendre là, les 2 premiers que j'ai expliqués, ultimement, même s'ils ne sont pas composés de la même façon, ils amènent à une réponse qu'on souhaite, c'est développer des anticorps puis une mémoire cellulaire pour le corps. Donc, le corps, ce qu'il a besoin pour développer ces anticorps-là, c'est de reconnaître les antigènes. Là. C'est quoi la particule qu'on a besoin de reconnaître sur le virus ou la bactérie qui va nous permettre de générer l'anticorps. Donc, l'ARN messager, c'est une nouvelle façon de générer ça. Là. Il y en a qui disent que c'est comme une recette qu'on envoie au corps. Il va produire la protéine que le virus aurait normalement lui-même générée à sa surface. Puis le corps va développer un anticorps en le reconnaissant. Fait qu'en somme, c'est un peu ça. OK. C'est une nouvelle façon de faire, mais qui amène le même. L'objectif est le même. Hein? Ouais, le résultat est le même. On produit des anticorps puis une réponse, une mémoire cellulaire. Puis, dans la composition des vaccins, je ne veux pas qu'on aille trop loin là-dedans, mais il y a des gens, des fois, qui se questionnent sur ce que les vaccins contiennent. Il y en a qui vont être préoccupés par l'aluminium ou certaines composantes, puis ils nomment que ça pourrait être un danger. Qu'est-ce que tu leur réponds? En fait, la plupart, c'est pas des métaux comme ceux-là. Là. C'est un adjuvant plutôt là, qu'on utilise. Là. Puis ça, c'est vraiment des procédés en laboratoire qui sont là dans le but de permettre la stabilité du produit. Ils sont là en traces infimes. Puis la plupart, les adjuvants, c'est très, très... Il n'y a rien de nocif là, dans les adjuvants là, qui sont utilisés. Puis, en fait, on sait que même dans l'environnement, là, on en côtoie des fois beaucoup plus que ce qu'il y a dans le vaccin. Hein? Je pense des agents, des métaux, tout ça, mais pas dans les vaccins. C'est des traces infimes dont on sait qu'elles sont sécuritaires pour l'être humain. C'est pas simple là, de mettre sur le marché un vaccin, puis surtout d'avoir l'autorisation de l'administrer à la population. Il y a quand même plusieurs phases là, dans une étude expérimentale qui permet la production, la mise en marché des vaccins, puis l'évaluation par des comités indépendants aussi. C'est une fois qu'il est produit par le vaccin, il y a des comités indépendants qui l'évaluent, puis il y a une surveillance constante qui se fait même une fois qu'ils sont introduits dans nos calendriers réguliers. Là, on fait une surveillance, une vigie constante. Donc, une fois qu'ils sont autorisés, on les sait sécuritaires. Puis, pour répondre à ta question, tu sais, les traces, les adjuvants qui sont utilisés, c'est pour la stabilité du produit. C'est des traces infimes qui sont sécuritaires pour
C'est ce que j'avais lu aussi. J'avais fait mes petites recherches. Puis, c'était un peu de remettre les choses en perspective. Hein. Les gens se forment une opinion, des fois basée sur une opinion de quelqu'un d'autre et non sur des faits. Puis là, il y en a qui crient au loup, puis qui ça fait peur. Hein. Je pense que quand tu connais pas le détail, ça peut effrayer les gens puis se dire, ah ben là, moi, je veux pas avoir des métaux ou peu importe. Mais c'est de remettre les choses en perspective. Puis je pense que ce qui est à mettre en lumière aujourd'hui avec ce que tu viens de dire, c'est une question de quantité. T'sais, c'est des quantités qui sont minimes qui vont se retrouver dans un vaccin, alors que l'eau qu'on consomme, l'exposition... Les fruits et légumes non lavés. Oui, là, exact. Va loin, il y a plein d'affaires. Fait que de juste se remettre en question, des fois, c'est correct, mais d'aller valider. Puis de poser la question à vos professionnels de la santé. Là. Si vous avez une inquiétude, il ne faut pas que ça vous empêche nécessairement de vous protéger contre des maladies. On va répondre à la question, on va aller chercher l'information. Hein. Oui, puis je pense qu'en matière de vaccination particulièrement, là, c'est pas toujours les concepts les plus faciles à comprendre. Là, quand on commence à lire, par exemple, nous, l'outil de référence au Québec, c'est le PIC, là, le protocole d'immunisation du Québec. Même entre professionnels, on va se questionner des fois, OK, est-ce qu'on comprend la même chose? Ça reste... quelque chose qui peut être plus difficile peut-être à comprendre. Il y a des concepts rattachés à l'infectiologie et tout ça. Donc, ça vaut la peine de poser la question aux professionnels de la santé qui le côtoient, qui le manipulent à tous les jours, là, le programme d'immunisation du Québec, puis qui sinon vont s'engager à aller vérifier l'information puis la vulgariser. Puis tu le nommais, il faut aller rechercher des sources fiables aussi, parce qu'il y a une grande influence. Là, les gens, entre eux, ils s'influencent, ils vont lire des trucs sur Internet. C'est pas nécessairement des sources fiables, justement, qu'on va aller chercher l'information. Puis je reviens au fameux vaccin, le RO, qui est un des vaccins les plus étudiés au niveau mondial. Il y avait une étude frauduleuse qui était sortie, puis je veux pas qu'on lance un débat là-dessus, mais comme quoi que ce vaccin-là causait l'autisme. Tu veux-tu en parler un petit peu pour que les gens qui s'imaginent encore que ce vaccin-là pourrait être nocif pour leurs enfants? Qu'est-ce qu'on leur dirait? En fait, c'est vrai que cette information-là a circulé, cette fausse information a circulé, là, qui débute d'une étude frauduleuse qui a été réfutée de nombreuses fois. On a invalidé et les résultats, puis même le processus méthodologique derrière cette étude-là. Donc, quand on est dans le domaine de la science, là, on est intéressé par la rigueur scientifique. Oui. Donc, puis il y avait des conflits d'intérêts aussi. Malheureusement, le mal était fait. On avait faussement associé les troubles du spectre de l'autisme à ce vaccin-là. Donc, depuis, on ne s'est pas juste contenté de réfuter l'étude. On s'est assuré qu'il n'y en avait pas de lien. Donc, de nombreuses autres études qui se sont affairées à vérifier est-ce qu'il y aurait un lien entre ce vaccin et les troubles du spectre de l'autisme. Puis, ça a été démontré à plusieurs reprises, il n'y en a pas de lien. Je peux comprendre, par contre, des familles, des parents qui se questionnent, par exemple, sur la sécurité. C'est sain là, de se questionner dans le domaine de la santé. 100%. Puis vos professionnels de la santé vont être capables de vous éclairer justement pour faire des choix qui sont les plus adaptés, appropriés pour vous. En matière de sécurité de vaccins, c'est sécuritaire. Ça, il n'y a pas de doute. Et l'autisme n'est pas provoqué en aucun cas par la vaccination. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, puis là, je ne suis pas une spécialiste là, des troubles du spectre de l'autisme. Là, je comprends que ce n'est pas encore tout à fait clair. Ouais. Ce serait quoi les causes précises? Donc, peut-être que les gens sont à la recherche de réponses. Ouais. Par contre, il ne faut pas extrapoler des réponses. Ce ne sont pas les vaccins. C'est une fausse information qu'on essaie de déboulonner depuis longtemps. Puis je te dirais, Gabrielle, dans mon bureau, c'est encore quelque chose que j'entends. J'ai l'impression aussi que la fausse croyance a migré de juste en lien avec le vaccin contre la rougeole, mais aussi un peu par la vaccination en général. C'est vrai là, qu'on remarque une augmentation du taux de la prévalence. Bon, je me corrige, là, je ne sais pas tant si c'est la prévalence des troubles du spectre de l'autisme qui a augmenté ou si nous ne sommes pas devenus meilleurs à le diagnostiquer et le détecter. Un peu comme le TDAH, là, on a l'impression qu'il y a tellement plus de monde, mais est-ce que vraiment il y a plus de cas ou est-ce qu'on est meilleur à les dépister ou les détecter? Faut aussi faire un rappel que, les troubles du spectre de l'autisme,
On ne connaît pas exactement la cause. C'est multifactoriel, sans doute. Il y a définitivement l'environnement qui peut jouer un rôle. Mais chose certaine, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la vaccination qui ont démontré que ce n'était pas en lien avec ça. Donc, ça peut être 1001 autres causes. Mais c'est extrêmement difficile de faire un lien en disant j'ai un lien de cause à effet. Ça prend beaucoup d'informations. Donc, je pense que c'est important qu'on prenne un petit moment, là, puis tu l'as bien expliqué. Puis pour ceux et celles que ça persiste comme inquiétude, bien, n'hésitez pas d'en parler. Hein, je pense que c'est légitime, là, comme tu dis, c'est sain de se questionner, puis de ne pas rester avec cette inquiétude-là. On va trouver différentes façons d'éclaircir ça, là. Mais merci, c'était vraiment très clair. Rapidement, tantôt, on a dit que les vaccins affaiblissaient le système immunitaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, ça. C'est quelque chose que j'entends souvent. Mon enfant, je vais séparer les doses de vaccins parce que je veux pas qu'ils les aient toutes en même temps. Encore une fois, moi, j'encourage les parents à se questionner. Mais qu'est-ce qu'on leur répond à ces parents-là? En fait, c'est que le corps, il a la capacité de lutter contre différentes infections simultanément. Bien, pas des infections, en fait, c'est des pathogènes. Des pathogènes, parce que dans la façon dont les vaccins sont administrés, là, c'est qu'on ne génère pas la maladie. Donc, lui, il a qu'à reconnaître l'antigène puis développer sa réponse immunitaire. Puis il y a déjà plusieurs vaccins qui regroupent, par exemple, la diphtérie, coqueluche, tétanos. C'est déjà 3 pathogènes différents, puis on va développer simultanément une réponse immunitaire. On est capable, l'être humain, son système immunitaire lui permet de développer des réponses immunitaires à différents virus bactériques qui sont prévus dans les vaccins en même temps, sans que ce soit une surcharge pour le système immunitaire, sans que ça génère plus d'effets secondaires à la vaccination. Il n'y a pas plus d'effets secondaires, même s'il y a plusieurs vaccins offerts en même temps. Puis ça reste sécuritaire. On se rappelle que les jeunes enfants, là, quand ils sont assis par terre, puis qu'ils se mettent toutes dans la bouche, puis qu'ils sont dehors, puis sont constamment exposés à une multitude de virus, bactéries. Quotidiennement, ils luttent. Ils luttent, exactement. Donc, ça serait un peu illogique de penser que par la vaccination, qui n'est pas le virus ou la bactérie de façon à son état naturel, que ça puisse nous affaiblir. Fait que je pense que ça fait du sens. Tout à fait. Puis la garderie demeure la meilleure exposition. Nos enfants sont constamment malades pour cette raison-là. Un adulte qui se pose des questions, par exemple, est-ce que je devrais me faire vacciner? On en parlait tantôt. Il n'est jamais trop tard pour recevoir des vaccins. Il n'y a pas d'âge où on n'a pas la capacité à générer cette réponse-là immunitaire. Ça, c'est la première des choses. Puis ce qui est d'autant plus important de vérifier à l'âge adulte, c'est selon, si on a des maladies chroniques qui s'installent, une condition de santé particulière, est-ce qu'il n'y a pas des vaccins qui pourraient m'être offerts pour me permettre de me protéger contre des complications de certaines maladies, entre autres les pneumocoques, ce qui peut provoquer les pneumonies. Pour les personnes, par exemple, qui souffrent de maladies cardiaques, maladies respiratoires, on va pouvoir leur offrir la vaccination gratuitement pour se protéger des complications, étant donné qu'ils sont plus à risque de complications face à une pneumonie ou à l'influenza, par exemple. Les gens aussi qui ont des maladies inflammatoires ou des maladies auto-immunes qui affaiblissent le système immunitaire, donc ils vont naturellement moins bien réagir. Donc, on veut s'assurer que leur réponse est plus efficace par la vaccination. Donc, ces personnes-là auraient accès gratuitement, j'imagine, à la vaccination. Ce qui vaut la peine, en fait, c'est d'en parler avec votre professionnel de la santé. Là, nous, on est capable d'aller vérifier selon votre profil, conditions de santé ou même habitudes de vie. Là, il y a différents vaccins qui sont prévus, en plus du calendrier de base. Là, donc, tous les vaccins qu'on reçoit pendant la petite enfance, si on n'en a pas du tout, on pourrait les recevoir même à l'âge adulte. Là. Il n'y a pas de contre-indication à ça du tout. Mais en plus, on peut aller chercher des vaccins supplémentaires. Certains sont gratuits. Donc, quand on a des conditions de santé particulières, conditions médicales, mais il y en a même qui sont offerts moyennant des frais, là, qui sont recommandés. Ça veut dire que, par exemple, le vaccin contre le zona, il n'est pas nécessairement offert gratuitement à toute la population. Là. Il y a certaines populations qui vont pouvoir en bénéficier gratuitement, mais à partir de l'âge de 50 ans, comme on est déjà plus à risque de développer le zona, qui peut être le zona très souffrant,
Les Très grave, oui. C'est quoi le zona? Le zona, dans le fond, c'est provoqué par le virus de la varicelle zona qui est en latence dans notre système. Donc, au moment où on a attrapé... oui. Quand on a attrapé la varicelle plus jeune, maintenant, les enfants sont vaccinés, mais donc, pour ceux qui ont déjà eu la varicelle, ils l'ont combattu pendant l'enfance, ce virus-là se loge près des nerfs, demeure en latence. Puis, à partir de... on peut l'avoir plus tôt aussi, mais habituellement, à partir de l'âge de 50 ans, on observe qu'il y a des cas plus fréquents de zona. Ça veut dire que le virus se réactive pour différentes raisons, fatigue, bref. Stress, deuil, un choc émotif. Exact. Ouais. Se réactive, mais là, il va provoquer des symptômes différents que ce que la varicelle avait amené. Le plus souvent, ils vont se loger près d'un nerf, vont amener une éruption cutanée localisée. Souvent, au niveau du thorax, c'est très souffrant. Ouais. La douleur névralgique que ça entraîne, qui peut persister jusqu'à des mois après l'épisode de zona. On pourrait l'avoir au niveau de l'œil oculaire aussi. Donc, c'est pas sans conséquence, là, le zona, mais on peut le prévenir par la vaccination. Donc, on la recommande, cette vaccination-là. Elle n'est pas gratuite à tous les groupes de la population, mais on peut en bénéficier moyennant des frais. Ça serait quoi les vaccins que tu recommanderais chez nos adultes? Chez les adultes, donc pour ceux qui souffrent, par exemple, de maladies chroniques, maladies cardiaques, néphropathie, je m'excuse, je vais l'expliquer, la maladie chronique au niveau des reins. Des reins. Respiratoires. De l'asthme, de l'emphysème. Oui. Bronchite chronique. Maladies qui touchent le système immunitaire. On recommande annuellement la vaccination contre l'influenza, vaccination contre les pneumocoques, qui n'est pas à refaire annuellement, celle-là. Donc, se protéger contre les pneumonies, contre la COVID aussi. Puis, certains groupes, des fois, on peut aller voir s'il n'y a pas d'autres vaccins utiles qui pourraient être proposés. Moi, j'invite vraiment les gens à consulter les infirmières cliniciennes qui travaillent en vaccination. Là, pour mon expérience personnelle, c'est impressionnant tout ce que vous savez. Puis, je pense que c'est de poser la question, de dire, je suis rendue à tel endroit dans ma vie. Puis, ça fait partie aussi de notre rôle comme IPS. Moi, en prévention, je vais questionner le patient sur son statut vaccinal. Puis, tu parlais tantôt qu'il n'était pas trop tard si on n'avait pas reçu les vaccins à l'enfance. Il y a aussi les gens qui sont immigrants, qui vont arriver, pour lesquels on ne sait pas, on ne connaît pas leur statut vaccinal. On va reprendre la vaccination à zéro. Il n'y a pas de danger à avoir 2 fois le vaccin dans une vie. Fait que ça, je pense que c'est important. Si vous êtes incertain que vous avez plus votre carnet de vaccination, on a un registre au Québec. Si vous avez été vacciné au Québec, donc il y a moyen de retracer l'information. Mais si vous arrivez d'un autre pays, il y a toujours moyen de se prémunir contre ces maladies-là. Oui, puis en fait, c'est même proposé d'emblée pour une personne qui voudrait recevoir toute la vaccination prévue au calendrier de base, vont pouvoir la recevoir. Puis on a des calendriers accélérés. Donc là, pendant la petite enfance, ça débute à 2 mois, ça se termine jusqu'à l'âge de 4 ans avant l'entrée à la maternelle, mais la plupart des vaccins sont offerts entre l'âge de 2 mois puis 18 mois. Mais il y a une possibilité, si la personne veut rapidement être immunisée, d'avoir un calendrier plus rapproché qui va faire qu'en quelques mois, on va avoir déjà la pleine couverture vaccinale. Puis ça, c'est les professionnels, entre autres, on est capable, nous, de faire l'interprétation. Est-ce qu'on respecte les bons intervalles dans la planification. Puis même quelqu'un qui aurait interrompu sa vaccination, des fois, ils se disent, là, finalement, j'ai pas reçu toutes mes doses, c'est peut-être mieux de pas la faire. On va reprendre là où on en a laissé. Là. On est capable, nous, de vérifier qu'est-ce qui est considéré comme une dose conforme, ou est-ce qu'on est mieux de reprendre la vaccination pour la poursuivre puis la compléter. Puis tu parlais de carnet de vaccination. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de carnet, qui l'ont perdu, ça ne nous empêche pas d'évaluer avec vous. Bien, premièrement, des fois, on est capable de poser la question, est-ce que vous avez eu la varicelle? Si vous l'avez déjà eu, là, donc on n'a pas besoin de vacciner, mais on est capable d'évaluer ce serait quoi les bons vaccins à proposer si vous voulez avoir la vaccination de base. Puis le registre de vaccination du Québec va être grandement aidant pour ça. Là. Il est implanté depuis quelques années maintenant, ce qui fait que tout vaccin qui est administré va être consigné dans le registre. C'est un registre informatique qui fait que peu importe où vous allez consulter au Québec, dans quel endroit, hôpital, clinique, on est capable de vérifier les vaccins que vous avez reçus.
ça facilite quand même beaucoup. Là. Entre autres, là, la personne qui se présente parce qu'elle a une blessure, parce que c'est pas la dernière fois qu'elle a reçu son vaccin contre le tétanos. Là, on le sait si ça fait 2 ans ou si ça fait 10 ans. Évidemment, les vaccins qui ont été administrés avant l'implantation du registre, là, ils figureront pas nécessairement au registre, mais... Les effets secondaires, on n'en a pas parlé beaucoup. Ça serait quoi les effets secondaires qu'on va revoir le plus souvent associés suite à la vaccination? Oui, exact. Vous savez, tantôt, j'ai parlé de 2 types de... il y en a plus que 2, là, mais il y avait les vaccins vivants atténués et les vaccins qui sont... morts. Fragments d'une parcelle de... Donc, les vaccins vivants atténués, eux, ils vont générer une réponse plus systémique. Ce qui fait qu'on va avoir habituellement des effets secondaires qui sont plus systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des effets secondaires comme des malaises de type un peu de fatigue, des fois une fièvre, mais très légère. Et tout ça est vraiment ponctuel, ça se résorbe là, en l'espace de 24, 48 heures. Ça persiste pas dans le temps. Là, ça dépend lesquels, mais dans le sens qu'il y en a qui vont arriver dans les 48 heures suivant le vaccin, d'autres que ça va aller jusqu'à 10 jours après, petite poussée de fièvre, mais très légère. Donc oui, on va observer dans ces cas-là des symptômes plus systémiques, mais qui demeurent légers, qui se traitent facilement, par exemple, avec... Qui sont bons signes. Ça veut dire que notre système, il se défend. C'est ce qui... Mais ça reste, tu sais, léger. Puis, les vaccins qu'on dit morts ou fragments, eux vont habituellement donner des effets plus locaux. Là. C'est vraiment au niveau du site d'injection. Donc, là, douleur. C'est ce qu'on voit mal au bras. Le petit doigt endolori, là. Oui, c'est ça. Là. C'est comme si je m'étais entraînée juste d'un côté. Devons-nous avoir peur de ces effets secondaires-là? Non, ils sont temporaires, réversibles, puis ils peuvent se traiter vraiment facilement si c'est trop incommodant. Par exemple, par l'acétaminophène, c'est facile de contrôler de la glace localement. Puis votre professionnel de la santé, là, la personne qui va administrer le vaccin, va aussi vous informer des choses à surveiller. Donc, qu'est-ce qui sont les effets attendus qu'on vient de parler? Quels seraient les effets moins courants qu'on ne voudrait pas nécessairement voir, mais auxquels on peut être attentif parce que ça fait partie des choses que vous pouvez signaler à votre professionnel si jamais il y a un effet un petit peu plus important, qui n'est pas grave nécessairement, mais que le professionnel veut savoir. C'est une rougeur qui s'étendrait un petit peu plus qu'attendu, par exemple. Fait qu'il y a une différence à faire entre un effet indésirable ou un effet secondaire de la vaccination puis une allergie. Hein, on parlait au début que les réactions graves ou du vaccin étaient rares. C'est quoi ces réactions-là? De type allergique? Par exemple, l'anaphylaxie à certains vaccins, c'est une réaction extrêmement rare. Là. Selon les vaccins, on parle de l'ordre de une fois sur 500 000, une fois sur 1 million. C'est extrêmement rare. Ceci dit, si ça survient, votre professionnel de la santé, il est formé et compétent pour réagir puis traiter l'anaphylaxie sur place. Ça se produit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande aux patients de rester habituellement sur place une quinzaine de minutes après la vaccination. Si ça devait survenir, c'est dans ces minutes-là que ça va s'installer. Puis sinon, dans les effets plus graves, il y en a très peu. Là. C'est très sécuritaire au point de vue de la vaccination, surtout que la plupart des vaccins qu'on utilise sont déjà implantés depuis plusieurs décennies. Ça fait longtemps qu'on les utilise, qu'on les surveille, qu'on les documente, on continue d'observer, de vérifier. Donc, dans les effets moins courants, des fois, il va y avoir peut-être, comme je le disais, une rougeur qui s'étend, qu'on va surveiller. Mais à ce moment-là, si ça arrive, de toute façon, vous prenez contact avec votre professionnel de la santé. Il va vous indiquer comment prendre ça en charge. On serait rendu à un segment spécial, Gabrielle, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui supporte notre projet. Donc, on a la question OIIQ. Comme tu le sais, Gabrielle, la mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. OK? Fait que dans ta pratique, là, concrètement, au quotidien, c'est quoi les stratégies ou les actions que tu mets en place pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? Je pense que il y a une partie, c'est dans l'état d'esprit, dans le sens que je crois qu'il faut bâtir notre confiance professionnelle, là, dans le sens qu'on est des personnes compétentes, capables de poser les bonnes actions, d'évaluer, pour intervenir et tout ça, tout en cultivant la curiosité et peut-être le doute, là, mais quand je parle de doute intellectuel, je parle pas de scepticisme. Là, c'est vraiment plus que il faut rester conscient que la technologie, la médecine, le contexte avance vite, d'être capable de se
mettre en question. Puis quand on a ça à l'esprit, la curiosité, ça nous amène à vouloir se former, à vouloir discuter. Moi, c'est un peu de cette façon-là. Là. C'est par la formation, les webinaires, les discussions de corridor, ça amène à se re-questionner. Quelqu'un nous dit « Ah, j'ai fait telle formation, ils ont annoncé ce changement-là, super intéressant. Voudrais-tu me partager l'article? Voudrais-tu me partager le lien de la formation? » C'est que, pour ma part, c'est de cette façon-là que je maintiens. Excellent. La médecine, elle change tout le temps. Hein? Fait qu'il faut toujours de se remettre à jour. Super réponse, Gabrielle. Si on voulait faire un petit résumé là, des messages clés qu'on voudrait vraiment que nos auditeurs retiennent aujourd'hui, toi, tu nous dirais quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous ont écoutés retiennent? En fait, que la vaccination vous amène des bénéfices concrets, personnels, pour éviter des complications graves à des maladies, permettre de protéger collectivement des personnes possiblement plus vulnérables, que c'est une pratique sécuritaire, la vaccination, dans la façon dont c'est fait, dans le type de produits qui sont utilisés aussi, que vous avez de multiples professionnels compétents et accessibles dans notre système de la santé pour vous aider à identifier les vaccins qui pourraient être profitables pour vous, que ce soit les infirmières cliniciennes, les infirmières praticiennes, les médecins, les pharmaciens. Bref, vous avez plusieurs professionnels capables de vous accompagner dans votre prise de décision, puis vous orienter ensuite pour recevoir les vaccins. Toi, Valérie? Bien, en fait, que le but de la vaccination, c'est d'éviter d'aller à l'hôpital. Ouais. On veut éviter d'aller à l'hôpital. Ça nous empêche pas d'avoir la maladie ou la problématique, mais vraiment, ça nous protège, ça réduit l'intensité des symptômes, ça nous empêche de devenir très, 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 très malade ou d'avoir des conséquences qui sont graves, comme allant jusqu'à la mort. Puis que la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'on a réduit la mortalité, on a réduit les conséquences, on réduit les taux d'hospitalisation, puis on est capable d'offrir un accès à l'hôpital aux gens qui en ont réellement besoin. Puis c'est ça que je dirais. Ouais. Oui, puis c'est que ça marche. Hein? C'est pas parce que la maladie est plus là que justement on doit pas se faire vacciner. C'est ça. Fait qu'on a des faits. Exact. On a des preuves. Ouais. Donc de pas lâcher la vaccination. Puis il y a tellement de professionnels, tu le nommais là, qui peuvent nous aider à prendre une décision éclairée aussi. Bien, Gabrielle, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est une super belle discussion. J'espère que ça vous a aidé de démystifier un peu les mythes qui sont encore à ce jour très présents, des fois même encore plus présent. Donc, si vous trouvez que c'est une discussion qui est intéressante là, pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux là, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, d'ici là, prenez soin de vous.